Y a-t-il une mission plus urgente aujourd'hui que la réinstitution de l'école de la République? L'école, premier lieu de socialisation, d'apprentissage de l'altérité, de la liberté de penser, de formation des citoyens, connaît une crise, certes qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui semble menacée aujourd'hui par des projets qui ne feront qu'accentuer le renoncement aux missions que lui avaient assignées Jean Zay, Ferdinand Buisson et d'autres. Ce webinaire auquel nous vous invitons, initiative conjointe du Comité Laïcité République et de l'UFAL, ambitionne de lancer la réflexion sur un projet partagé avec le Grand Orient de France, le Grand Orient de France qui, au travers de ses journées Jean Zay et de nombreux travaux de commission, s'inscrit dans cette démarche de réinstitution. Notre ami Christian Gaudret, président de l'UFAL, nous rejoindra dans quelques minutes et il me revient donc l'agréable mission de vous souhaiter la bienvenue. Ce webinaire, c'est donc l'aboutissement de travaux menés conjointement par les commissions écoles de nos deux associations, incarnant ainsi notre volonté d'unir nos forces, nos ressources, notre détermination à chaque fois que nos principes sont fragilisés, voire menacés. Et je le disais tout à l'heure, tout nous inquiète dans ce que nous lisons des projets gouvernementaux sur l'école. Qu'il s'agisse de l'expérimentation marseillaise, de la promotion de projets pédagogiques locaux, de la réforme du Conseil des sages, des projets concernant les lycées professionnels, bref, tout cela nous inquiète. Et à quelle logique cette série de mesures nous conduit-elle? J'avoue personnellement que je ne l'aperçois pas très bien, ou je crains de l'apercevoir trop bien. Je voudrais rappeler que lorsque nous avons sollicité de ministre nouvellement nommé, M. Pape Ndiaye, un entretien, nous n'avons pas pu le rencontrer, bien sûr, et il nous a adressé à l'un de ses conseillers qui n'a répondu à aucune des questions que nous lui posions et qui a conclu l'entretien en disant « Mais vous allez voir, vous allez être surpris ». Effectivement, nous avons été surpris, vous connaissez la suite. Il nous revient donc d'alerter sur les risques d'une déconstruction en règle. Je pense que ce concept doit plaire à notre ministre, déconstruction en règle de l'école de la République. Et ce soir, plus qu'à une critique d'une institution mal en point depuis de nombreuses années, c'était une réflexion sur les conditions d'un rétablissement, d'une réinstitution de notre école que nous vous invitons. Et pour cela, Charles Coutel, Christophe Azer, Philippe Guittet vont éclairer nos débats, vont proposer des pistes de réflexion. Et comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser les questions qui vous viendront à l'esprit par le biais de ce petit outil que vous avez en bas de l'écran. Et dans un second temps, nous nous efforcerons de répondre à ces questions. Charles, je te laisse donc la parole pour introduire ce webinaire. Merci, cher Gilbert. Je salue, même s'il n'est pas là, Christian Gaudret, qui nous rejoint peut-être par les moyens informatiques qu'il maîtrise infiniment mieux que moi. Je tiens évidemment à souscrire, je souscris complètement au constat de Gilbert Abergel, président du Comité Laïcité République. Effectivement, la question du rétablissement, j'aime bien ce terme puisqu'il est à la fois un terme volontariste et presque médical, se reconstruire, se rétablir, et effectivement, dans le sillage de la belle activité de tous azimuts du Grand Orient qui, depuis la journée Jean Zay 2022, multiplie les initiatives, les échanges, et ce, autour d'un beau thème, réinstituer, Gilbert l'a dit, l'école de la République. Mais l'intérêt de la période, c'est que, pour reprendre une formule, vous savez, un peu galvaudée malheureusement, du poète allemand Hölderlin, du péril surgit ce qui sauve. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au moment où cette institution scolaire, qui est le cœur de la nation, comme dit Ferdinand Buisson à un mot près, tant vaut la nation, tant vaut son école, tant vaut son école, tant vaut la nation. Ce qui est dit là, c'est qu'à travers le beau concept d'institution, toujours dans le sillage du Grand Orient de France, tout se passe comme si réinstituer était la pointe d'un triangle qui comporterait aussi, et là c'est un signe vers ce que Gilbert annonçait, la référence à Jean Zay, réinstituer ne se comprendrait pas
sans un gros, long travail de remémoration. Mais, à leur tour, réinstituer, commémorer ne valent que si nous songeons à transmettre. Or, un des objectifs de ce webinaire et de nos différentes actions, c'est bien évidemment de sortir de la perplexité qui est la nôtre devant ce qu'on pourrait appeler le fossé générationnel. Ce fossé générationnel est une des craintes que nos diverses commissions ont manifestées. Mais plus dramatiquement, j'allais dire, ce que l'actualité nous montre, c'est l'éloignement des jeunes collègues qui prennent en charge la fonction, leur classe, par rapport, j'allais dire, à la grande tradition républicaine qui fait notre argumentaire le présente, c'est disponible sur le site, de l'école un lieu d'émancipation, mais d'une émancipation sur laquelle nous ne cesserons de réfléchir. On peut se tromper sur ce qu'est l'émancipation. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas instruit, on peut prendre pour de l'émancipation le fait de choisir librement, entre guillemets, son propre maître. Il y a des moments où l'émancipation devient le fait de choisir sa soumission. D'où le fait de constater, depuis les Lumières, que, en fait, l'école, lieu d'instruction, d'émancipation, n'est pas aimée par les fanatiques et les despotes, quelle que soit l'ampleur de leur despotisme. Voilà pourquoi, à l'issue de la journée Jean Zay, et je parle sous le contrôle d'un certain nombre de nos amis du Grand Orient qui nous font le bonheur d'être dans ce webinaire, d'assister à ce webinaire, nous avons cru utile, et je sais que Philippe et Christophe vont y revenir, de proposer à tous, quelle que soit leur charge, quelle que soit leur responsabilité, un certain nombre de questions, peut-être 10 plus une, tant l'actualité est mobilisatrice et sinon inquiétante. Mais toujours, cette flamme de l'espoir, du péril surgit ce qui sauve. Le but de ces 10 questions est d'amener un acteur quelconque à se questionner sur les aspects de l'institution scolaire, voire universitaire, qu'il aurait tendance non pas à méconnaître, mais à, disons, amoindrir. Chacun pense avoir la solution. Nous connaissons tous tel ou tel responsable disant que doublez les salaires et vous aurez de bons profs. Je pense que les choses ne sont pas aussi simples. D'où le fait de dire dans la question 2, que je ne fais que présenter, qu'il se pourrait bien, et notre amie avec laquelle nous avons eu de beaux échanges, Souad Ayada, n'est pas loin de penser, nous ne sommes pas loin de penser avec elle, que la revalorisation du métier d'enseignement, de transmission scolaire et universitaire est d'abord un travail de reconquête symbolique, de valorisation et pas simplement de valorisation du salaire. Comme l'a signalé Gilbert, j'avance, la première question s'intéresse à, et là ça ferait plaisir à tous ceux qui suivent les écrits, qui ont lu les écrits de Jean Zay, comment en est-on arrivé là? Dans ces écrits de clandestinité sur lesquels nous reviendrons, notamment dans la prochaine journée Jean Zay, Jean Zay se pose la question, est-ce que nous avons été assez clairs sur les finalités de l'école? Lui qui a passé une grande partie de sa carrière de ministre à vouloir combiner l'œuvre émancipatrice de Jules Ferry par l'instruction et l'œuvre émancipatrice de Jean Massey par l'éducation populaire. Bref, voilà quelques exemples de questions qui sont destinées à, j'allais dire, se questionner les unes les autres. Voilà pourquoi le devenir, la méditation sur la réforme du collège, le rôle, l'importance ou non du contrôle continu. Sachez, et peut-être que Philippe en parlera, qu'à partir du mois d'avril, un quart des effectifs désertent les classes du second degré. Je parle des terminales. Voilà pourquoi nous nous sommes aussi questionnés sur le devenir de la formation des maîtres. Les pères fondateurs de la Troisième République ne s'y sont pas trompés en faisant de la formation des maîtres le cœur de l'instruction publique. Se poser aussi la question du rôle des inspecteurs. Ensuite, et je n'ai pas à commenter, l'importance d'avoir des programmes nationaux sanctionnés par des examens nationaux du côté de l'élève et aussi des concours de recrutement nationaux. Appelons, nous pourrions
le développer par écrit, si vous le souhaitez, à l'oral aussi. Appelons paradoxe de Suadayada le paradoxe suivant, que je livre sans commenter. Il est évident que plus les programmes seront nationaux, plus les examens seront nationaux et les concours, plus à la base, chacun pourra exercer sa liberté pédagogique. Le reste, on peut retourner et dire que plus les programmes sont locaux, moins les maîtres sont libres d'enseigner. Ce dispositif de l'instruction repose aussi sur une université qui ne soit plus parasitée, empêchée, abîmée par une sorte de fanatisme plus ou moins soft, mais plutôt violent, que nos amis de l'Observatoire du décolonialisme analysent tous les jours d'une manière à la fois de plus en plus inquiète et de plus en plus précise. Philippe, effectivement, abordera aussi la question du devenir de l'enseignement professionnel. Le lycée professionnel et les réformes qui l'accompagnent constituent le laboratoire de ce que, en fait, les ministres, depuis 40 ans, veulent faire de l'enseignement tout court, de l'école publique. Analysons aussi avec beaucoup de vigilance les atteintes à l'égard du principe de laïcité. Voilà ce que j'appelle planter le décor. Au centre, la promotion de la République, la promotion de son école, la pointe extrême qui s'appelle réinstituer. Ensuite, comme condition de possibilité, la commémoration. Je renvoie ici aux très bons travaux de Gérard Boucher, et aussi transmettre, parce qu'il n'est pas de travail d'émancipation sans une volonté de transmission. Voilà ce que je pense être quelques éléments, non pas préalables, mais peut-être utiles. Voilà. Merci Gilbert. Merci Charles. Christophe. Oui, bonsoir. Merci Gilbert et Charles. Alors je me présente un petit peu parce que je ne suis pas forcément connu. Je suis administrateur de l'UFAL national, au niveau national, mais je suis aussi le fondateur, surtout dans un premier temps, de l'UFAL de Toulon. Donc là, je vous parle de Toulon dans le Var. Et je suis un papa de 4 garçons âgés de 8 à 18 ans, donc en plein milieu scolaire. Et donc, c'est peut-être avec mes quelques propos, je vais essayer de vous relater ce que je peux ressentir à mon niveau. Mais avant de commencer, et quand on parle d'école, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces petites filles en Iran qui sont gazées, hein, à ces filles en Afghanistan à qui on refuse l'instruction, à ces enfants à l'école aux États-Unis qui malheureusement perdent souvent la vie avec des fusils à cause de fusils d'assaut. Et puis, bien évidemment, Samuel Paty, hein, qui reste éternellement dans notre mémoire. Je vais commencer mon propos par l'indifférence générale. Voilà ce qu'il en est avec l'école de la République. Des réformes tous les ans, des accords avec l'enseignement privé religieux, un pas de vague complice, un niveau scolaire qui au mieux stagne, des enseignants dévalorisés, des enfants oubliés, un triste portrait que notre école de la République met tout ça dans une indifférence générale d'une majorité de citoyens. En 2008, l'Union des familles laïques faisait déjà ce constat et avait rédigé 23 propositions. Dans ce constat, l'UFAL réaffirme que l'école publique laïque est la première institution de la République. Cette école vise un double objectif, la transmission des connaissances et l'exercice de la raison. Sourde au tapage mondain, protégée des pouvoirs, elle ne forme ni croyants, ni travailleurs, ni consommateurs, ni prêcheurs. Elle élève, c'est-à-dire qu'elle instruit. Telles sont les missions de principe de l'école républicaine. Renoncer à ce double objectif, c'est donc renoncer à l'émancipation, c'est ne plus vouloir la République. En préambule des propositions, on y retrouvait pêle-mêle la critique de la régionalisation du secondaire, on dénonçait la fin de la liberté de l'instruction républicaine et l'assujettissement des individus aux intérêts marchands. Dans ce même préambule, l'UFAL énonce « Parce que la société évolue, parce que l'école n'est pas la société, mais tout au contraire son fondement, nous devons sans cesse réinstituer l'école. » Donc en 2008 déjà, nous avions cette réflexion. Nous sommes donc réunis ce soir avec le comité de laïcité République pour travailler à réinstituer l'école de la République.
Notre attachement au principe de laïcité fonde nos deux associations. Et il fonde l'École de la République, dévolue à l'enseignement des savoirs rationnels et à la formation de l'esprit critique. Ce principe doit être défendu non seulement par nos associations, et c'est ce que nous faisons tous les jours, mais surtout par l'éducation nationale. Comment? Grâce, si je puis dire, au Conseil des sages de la laïcité, dont la mission était de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de conseiller administration, responsables d'établissement et enseignants face aux difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce principe. Mais c'était avant le 12 avril dernier, jour de parution d'un arrêté, réduisant ce conseil à un club de discussion, comme l'écrit Charles Aramburu de l'UFAL, et le privant d'un contact direct avec le terrain, remplacé par le recours à la voie hiérarchique. Le Conseil ne pourra plus s'autosaisir, la saisine appartenant au ministre destinataire des travaux, qu'il décidera seul de rendre ou non public. Même les interventions de formation du Conseil seront limitées aux demandes des recteurs. Toujours dans le domaine de la laïcité, seule l'école publique doit bénéficier du financement de fonds publics et sous couvert d'une meilleure mixité sociale et scolaire. Il n'est pas acceptable que la République passe des arrangements non contraignants avec l'enseignement privé catholique, celui-là même qui participe fortement à la ségrégation scolaire, comme a pu le confirmer l'indice de position sociale. Ces petits arrangements concordataires sont une attaque supplémentaire contre l'école publique, car ils permettront aux écoles privées catholiques de faire de belles économies grâce à nos impôts. Le combat pour une école laïque ne peut faire l'économie d'un plan massif de reconquête républicaine, et pas seulement dans les quartiers, afin que l'école ne soit pas le lieu où l'on tente en vain de résoudre la question sociale de plus en plus urgente. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et la réinstitution de l'école doit inclure obligatoirement la question sociale. C'est par exemple la gratuité effective de l'enseignement, incluant, pourquoi pas, les transports scolaires et les matériels pédagogiques notamment. Les parents ont un rôle essentiel à jouer pour réinstituer l'école de la République. Mais comment les rendre plus acteurs que clients? Je pense qu'il faut leur redonner confiance dans l'école publique. Comme je le disais, j'ai 4 enfants âgés de 8 à 18 ans et j'ai été animateur et je m'investis toujours dans le groupement de parents d'élèves d'un collège de Toulon. Son IPS, son indicateur de position sociale, est de 84,8. La moyenne de l'IPS pour les 10 collèges publics de Toulon est de 87,6. Pour les 4 collèges privés sous contrat, elle est de 125,7. Ce qui confirme qu'il existe bien une ségrégation scolaire. Quel est l'objectif des parents pour leurs enfants? Pour certains parents, pourquoi certains parents font-ils le choix de l'école privée sous contrat? Je ne demande même pas pour celles hors contrat, car ils n'ont plus confiance, je pense, tout simplement dans l'école publique. Quels sont les griefs que j'ai pu entendre? Le niveau, en premier lieu, car chaque année, ils constatent dans la presse locale que les résultats au brevet comme au bac sont meilleurs dans les établissements privés. Ensuite, la sérénité en classe et à l'école de manière générale, car ils sont fatigués d'entendre leurs enfants ou dans les conseils de classe que les cours sont perturbés, empêchant un travail serein, et enfin, l'absentéisme des enseignants pour différentes raisons, sans parler des fins d'année scolaire aux cours annulés, avec des collèges qui deviennent au mieux des garderies qui mettent des parents dans la difficulté pour garder et nourrir leurs enfants. Un autre sujet à prendre sérieusement en compte, relaté dans un article de 20 minutes l'année dernière, sur les parents adeptes du privé, qui concluait que pour certains parents, le choix du privé s'inscrit aussi dans le rejet de la diversité promise par l'école de la République. En des termes plus ou moins racistes, ces parents-là trouvent dans l'enseignement privé un moyen de tenir leurs enfants à l'écart de la mixité à laquelle ils prêtent de nombreuses tares. Les conditions matérielles pour étudier sont aussi au cœur des préoccupations des parents. Conditions à l'école, mais aussi conditions à la maison. Le Covid a montré que de nombreuses familles étaient dans la capacité de suivre des cours en ligne, car tout simplement pas de connexion Internet ou de matériel à disposition. Les conditions de travail en classe vont devenir très difficiles avec le réchauffement climatique. On a commencé à le connaître l'année dernière lors des examens ou simplement pour les cours. Il est compliqué de suivre et de se concentrer lorsqu'il fait plus de 30 degrés dans la salle de classe.
Ici à Toulon, on le vit régulièrement. L'école de la République est en souffrance. Les enseignants sont en souffrance. Les élèves sont en souffrance. Les parents sont en souffrance. Mais le gouvernement, comme les précédents, travaille à saper l'école. Il s'attaque aujourd'hui au lycée professionnel. Je vous conseille un article de Cincinnatus, paru aujourd'hui, un blogueur, que je me permets de citer. Les lycées professionnels réussissent à sauver des mômes qui, jusque-là, se pensaient incapables de réussir. Ils jouent un rôle social et civique crucial. Les élèves n'y apprennent pas seulement un métier, ce qui est déjà remarquable, mais y retrouvent confiance et découvrent qu'ils peuvent réussir. Et cela grâce à l'abnégation sans faille des professeurs qui voient dans leur classe se cumuler tous les dysfonctionnements de la société et de l'école, qui doivent affronter, souvent très seuls, la violence et les difficultés sociales, culturelles et psychologiques, et dont les élèves se montrent chaque année plus difficiles. Il analyse, et je le cite, que la réforme de l'enseignement professionnel sert de terrain d'expérimentation pour la destruction générale de l'éducation nationale. C'est bien notre sujet ce soir. Une fois les programmes et diplômes nationaux abolis, et la gestion des établissements et de leurs encombrants élèves et enseignants confiés à qui voudra bien les récupérer, il cite région, chambre de commerce ou n'importe quel autre acteur, si possible privé d'ailleurs, les collèges puis les lycées suivront immanquablement. Les dernières réformes ont déjà bien préparé le terrain. Fin de citation. Voilà, nous avons du travail sur la planche et je remercie tous les participants ce soir et les intervenants, bien évidemment. Merci. Merci Christophe. Nous aurons effectivement l'occasion tout à l'heure, après toutes les interventions, d'engager un débat. Je vous rappelle que vous posez vos questions au travers de l'icône questions et réponses sans avoir besoin de lever la main. Philippe. Oui, bonjour. Donc, Philippe Guittet, je me présente aussi. Je suis le responsable de la commission éducation. Président étant un terme bien important, mais je suis responsable de la commission éducation et j'ai eu des responsabilités comme secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement pendant 7 ans à peu près. Voilà comment je me présente. Pourquoi réinstituer? Tout d'abord parce que le terme refonder est bien galvaudé et surtout parce qu'il faut retrouver le sens de l'institution qui a été abandonnée progressivement, celle d'une école qui émancipe par l'instruction, par le savoir et qui permet d'accéder à la rationalité critique. Alors je remercie tous ceux qui ont participé par leur contribution à enrichir ma formation, Charles en premier, mais Mylène, Didier, etc., qui ont participé à la réflexion. Alors j'aborderai 3 thèmes successifs. Le premier, ce sont les réponses inadaptées, destructrices des gouvernements successifs, créant et aggravant la crise de l'école. Le deuxième, c'est celui de la laïcité à l'école, attaquée depuis la fin des années 80 et celle de la rupture plus récente d'une partie de la jeunesse avec les valeurs de la République. Et le troisième, bien évidemment, c'est une première ébauche de réponse aux 10 questions proposées par nos 2 organisations, Comité Laïcité République et l'UFAL, mais aussi initialement par le Grand Orient de France. Alors la crise de l'école. La désinstitution de l'école a été initiée dans les années 70-80 en transformant l'école, institution où les professeurs éduquent des élèves, en instrument démocratique constitué d'usagers, d'élèves, de parents. Ce fut en particulier la conséquence de la loi d'orientation de 89 qui a été initiée par Lionel Jospin avec l'élève au centre. Mais la première attaque contre l'école laïque, bien évidemment, fut celle de sa concurrence déloyale avec l'école privée sous contrat renforcée par la loi Germer qui, en instaurant un caractère propre, empêchait l'école d'appliquer les mêmes règles que l'école publique. Et paradoxalement aussi la loi Abi du collège unique. Belle idée dont l'objet essentiel était d'élever le niveau de formation des élèves et qui a surtout servi à étirer les apprentissages élémentaires avec des résultats décevants à la fin du collège, si on s'en réfère aux évaluations PISA. Nous avons affaire à l'heure actuelle à une massification non accompagnée de démocratisation ni d'émancipation. En outre, de trop nombreux responsables éducatifs évoquent comme seule priorité la bienveillance. De plus en plus, c'est utilisé dans les organisations, chez les enseignants, au lieu de la juste indulgence associée à une véritable ambition pour la réussite de tous. En conséquence, ce sont plus souvent l'alignement sur le moins-disant culturel, ainsi que la victimisation sociale ou ethnique qui prévalent.
Des élèves, mais aussi des familles relativisent le savoir enseignant. Certains parents se pensent souvent comme des experts de l'éducation. Certains élèves tentent de faire valoir l'éducation permissive qu'ils sont souvent reçus dans les familles. Il est souvent difficile de maintenir la discipline dans les classes. Les élèves se parlent de plus en plus mal, sans écoute, sans attention au respect des autres, irrespect minimal. La violence verbale se transforme parfois en violence physique entre élèves, mais aussi contre les enseignants. Ce climat scolaire non apaisé empêche toute forme d'attention, condition majeure de l'enseignement. Le professeur n'est plus toujours une autorité intellectuelle ou morale respectable. La multiplicité des réformes n'a eu de cesse que d'appauvrir les contenus, de réduire le temps consacré à certaines matières. Selon les enquêtes de l'OCDE, le niveau de la France est moyen et surtout la France est un des pays où l'origine sociale explique le plus des différences de résultats, ce qui ne correspond pas à la promesse républicaine de correction des inégalités sociales, d'égalité des chances et de promotion par le mérite. Il y a moins d'un an, le président de la République a défini son projet d'école du futur, rebâtir le projet pédagogique au niveau d'un établissement scolaire et donner la possibilité que l'enseignant recruté partage ce projet. Un recrutement au niveau des établissements scolaires, alors je ne sais pas si c'est abandonné, le ministre n'en parle plus, signifierait que le projet de l'établissement aurait nécessairement plus d'importance que les programmes nationaux. Engager ce processus serait favoriser aussi le recrutement de personnel contractuel au détriment des enseignants fonctionnaires. Ce serait amplifier encore le processus de précarisation des professeurs, ce serait à court terme supprimer le recrutement par concours à l'issue de la formation initiale des professeurs. Une autonomie totale des établissements pourrait faire le jeu de tous les groupes de pression ou d'influence, y compris ceux qui portent des positions communautaristes ou identitaires et chercheront à imposer une propagande anti-laïque. Prenant comme modèle l'enseignement privé, ces préconisations, ces propositions favoriseraient une concurrence entre établissements et entérineraient les écoles à plusieurs vitesses. Le projet est véritablement dans la droite ligne des préconisations libérales de l'OCDE. C'est aussi celui qu'a repris la droite sénatoriale et adopté par le projet du Sénat le 11 avril dernier, qui propose une remise en cause profonde du cadre de l'école républicaine. Ce texte a été voté au Sénat, il est pour ce qu'ils appellent une petite loi. J'espère qu'il n'aboutira jamais à l'Assemblée nationale. La laïcité aussi est contestée à l'école. Il faut le rappeler que l'école occupe une place particulière dans la République. L'école laïque a été fondée avant même la loi de séparation de 1905. Il fallait soustraire l'école à la mainmise de l'Église pour former des citoyens libres et émancipés. Alors que la laïcité n'était plus un sujet au sein de l'école de la République, au-delà de la querelle école laïque, école privée, bien évidemment, mais la révolution islamique en Iran, les réponses salafistes ou wahhabistes et surtout la décennie noire en Algérie ont importé l'islamisme en France. Nous n'avions plus simplement affaire à une religion, une idéologie politico-religieuse. Ce fut notamment l'affaire du voile islamique de Creil en 1989, la réponse du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, moins courageux que Jean Zay, qui avait pris, lui, sur cette question, pris des circulaires en 36-37, fut d'interroger le Conseil d'État. Celui-ci, privilégiant la liberté de conscience, sans comprendre la mise à distance nécessaire que doit avoir l'école à l'égard des appartenances et des convictions de chacun, condamna le seul prosélytisme, bien difficile à repérer pour des chefs d'établissement, pour des directeurs d'école ou pour des enseignants, mais non pas le port de signes religieux. Il a donc fallu 15 ans de combat pour obtenir une nouvelle loi, celle du 15 mars 2004, édictée en application du principe de laïcité, qui interdit le port de signes ou tenues religieux par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse à l'école. L'islamisme, nous le savons, s'est aussi manifesté sous sa forme terroriste, notamment en 2015. Le 16 octobre 2020 est à jamais marqué dans nos mémoires, c'est l'assassinat de Samuel Paty par le bras armé de cet islamisme. Nous le savons maintenant, même les enseignants peuvent devenir des cibles. Par ailleurs, de nombreux jeunes ne comprennent plus l'intérêt du fonctionnement du modèle républicain. Une partie de la jeunesse fait sécession. Pour certains jeunes, la loi de Dieu passe avant celle de la République. Une forte minorité a même une vision absolutiste, considérant la religion comme vérité absolue. À l'évidence, cette importance donnée à la croyance et à la pratique religieuse par une partie des élèves a constitué un véritable séparatisme avec les conceptions rationnelles véhiculées par l'école de la République. Il y a alors une remise en cause du discours enseignant, du savoir scientifique qui est dispensé, des contestations d'enseignement s'expriment dans de nombreuses disciplines. Une autre partie de la jeunesse, surinvestie par une démarche communautaire et victimaire des discriminations de genre, d'origine ethnique, d'orientation sexuelle.
Elle voit dans les lois de la République des entraves systémiques à l'expression d'une identité. Elles sont surtout imprégnées par le modèle sociétal anglo-saxon et surtout par une vraie méconnaissance du modèle républicain, confondant tolérance œcuménique et laïcité. Ce discours porté et soutenu par une partie sensible de la gauche est en profonde rupture avec l'histoire laïque de ce mouvement, de ce courant. La France est une nation constituée de citoyens libres et égaux en droit, et non pas constituée de communautés dont l'État assurerait la coexistence dans un régime de tolérance. Face à l'archipélisation de la société, face au communautarisme, face à l'hyper-individualisme, il est temps que l'école réagisse pour reconstruire un destin commun au cœur du projet républicain. Et c'est cela, l'ébauche de réponse aux 10 questions pour réinstituer l'école de la République. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. Quelle mission pour l'école de la République? La première mission, l'école doit être conçue comme le lieu où l'on apprend dès la maternelle à s'approprier les mots à l'oral, dès le primaire à maîtriser les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter, vivre en société, puis progressivement couvre tous les champs du savoir et du questionnement scientifique. L'école doit donner les mots pour comprendre tous les langages littéraires, scientifiques, techniques, artistiques, fondements d'esprit critique. Donner des mots émancipateurs à chacun, c'est aussi se prémunir contre la violence et tous les fanatismes. L'élève ne construira pas seul son savoir et pour s'élever, il aura besoin de son professeur et avec une exigence de distance et d'autorité. Ce sont les conditions d'accès à l'autonomie dans l'apprentissage et d'émancipation à plus long terme. Voilà pour l'essentiel. Alors, il y a d'autres missions, bien évidemment, qui sont plus actuelles. Le rôle des écrans omniprésents, les influenceurs, mais aussi les fake news, les complotismes, rendent plus difficile le rôle de l'école et la construction d'une pensée autonome. Il faut aussi intégrer au collège des cours d'éducation aux médias, au numérique, sur l'usage et les dangers d'Internet, apprendre à lutter contre les complotismes. Former à l'usage des images pour lutter et faire la prévention contre toutes les formes de harcèlement. Enfin, utiliser des ressources de l'éducation populaire, théâtre forum, café citoyen, débat club atelier philosophique, cours d'éloquence et apprentissage de contradiction. Mais en revanche, l'école ne devrait pas avoir comme priorité, ce qu'elle est de plus en plus, d'être un lieu de vie, ayant pour mission d'accompagner, voire d'anticiper les évolutions de la société. La défense des principes de laïcité. L'école libère car elle aide chacun à se défaire des pressions sociales et culturelles souvent subies par l'élève. Pour cela, il est indispensable de se défaire de tout affichage identitaire ostensible par ces signes tenus dans les établissements scolaires. Concernant les signes religieux, il est clair que la riposte de l'État n'est pas à la mesure des attaques portées. C'est pourquoi il revient au ministre, par un texte réglementaire, d'affirmer quelles sont les tenues qui aujourd'hui marquent l'appartenance religieuse. L'école est-elle armée pour répondre à ce défi laïque? Les enseignants ont-ils encore conscience de leur rôle? Sont-ils convaincus? Sont-ils outillés pour répondre à ce défi? De nombreux jeunes professeurs ignorent souvent le sens de la laïcité. Certains sont favorables aux peurs de signes religieux, non seulement des élèves, mais aussi des fonctionnaires en s'opposant frontalement à la loi de 2004. Et il est urgent de mieux former les personnels pour les aider à répondre vite et fermement aux contestations politico-religieuses. Il y a une nécessité d'un cadrage national. C'est au niveau de la formation initiale que doivent être abordés l'histoire et les enjeux de la laïcité dans la République. Les concours de l'enseignement doivent comprendre une épreuve mieux définie sur les principes de laïcité et les valeurs de la République. Une formation de rappel doit se faire lors de la première année d'enseignement. La formation de la laïcité doit se faire à l'occasion de tous les stages, de toutes les analyses de pratique et à l'embauche des contractuels. Il est impératif de diffuser et de faire partager par tous les acteurs de la communauté éducative une conception claire du principe de la laïcité. La formation débutée avec le Conseil des sages en septembre 2021 n'est pas complètement avancée, mais il faut la poursuivre. Au-delà des enseignants, il faut former à la laïcité tout le personnel de tous les métiers participant à la vie d'établissement. Il est nécessaire de renforcer dans les académies la formation et les moyens des référents laïcité, pas simplement les moyens, mais aussi la formation des référents laïcité, et des équipes chargées d'aider les personnels qui se trouvent en difficulté face à des atteintes auxquelles ils n'étaient pas réellement préparés. Chacun, à tous les niveaux de responsabilité, doit être en capacité d'alerter ses référents laïcité et sa hiérarchie sans crainte d'un jugement négatif.
Il faudrait que plus d'écoles ou lieux accueillant la jeunesse prennent sans frilosité mal placée le nom de Samuel Paty. Cet élan n'a malheureusement pas eu lieu. Les programmes nationaux de la liberté pédagogique, on en a déjà parlé. Rien ne doit remettre en cause le caractère national de l'école publique, ses programmes, ses examens, ses personnels. C'est la condition de la liberté pédagogique que le caractère national et obligatoire des programmes vient guider, protéger, éclairer. Il faut retrouver l'ambition culturelle des programmes à tous les niveaux d'enseignement. Faire comme objet d'étude centrale le siècle des Lumières au collège et au lycée en littérature et en histoire. Travailler sur la question du blasphème et la liberté de conscience. Enfin, à ce propos, le merveilleux livre de Jacques Saint-Victor, Blasphème, brève histoire d'un crime imaginaire. Le métier de professeur. La République, on l'a dit, a besoin d'enseignants convaincus de la dimension émancipatrice de leur enseignement. Il faut des professionnels assurés, des équipes stables. Ce métier doit être revalorisé sur le plan financier, mais aussi symbolique. Mais pour cela, il faut une vraie volonté politique et un désir de la société pour redonner tout son sens à l'école et à l'émancipation par l'acquisition des savoirs. Le recrutement et les concours nationaux de la formation des élèves. Rappelons notre attachement à un recrutement national et une affectation des enseignants par le ministère et les services académiques. Seul le maintien des concours, ce qui est remis en cause par certains, y compris la Cour des comptes, et d'un recrutement national associé à une formation initiale et continue définie, permettra de renforcer la professionnalisation des enseignants. Elle ne doit plus être aux mains des seuls experts des sciences de l'éducation. L'urgence est donc de reconstruire la formation des maîtres, dont le recrutement connaît une crise sans précédent. Cette formation doit être d'un haut niveau universitaire en harmonie avec les inspections générales disciplinaires qui rappellent les contraintes et les responsabilités pédagogiques. Cela n'implique pas, nous l'avons dit, un recrutement à Bac+5 qui est une des conditions de la fuite des candidats potentiels. Pourquoi ne pas recruter à Bac+3 et organiser la formation dans des écoles normales supérieures à l'échelle régionale pour tous les professeurs, et au moins au niveau du primaire, ça c'est sûr. Tout professeur formé dans ces conditions détiendra tous les codes de ce qu'attend l'école de la République pour assurer la réussite des élèves. Tout professeur formé dans ces conditions sera en capacité de maîtriser les savoirs enseignés, conditions de son autorité auprès des élèves dans tout établissement du territoire de la République. Les inspections. Le rôle des inspecteurs doit être de nouveau auprès des enseignants, celui d'accompagner et éventuellement d'inspecter. Alors je traiterai une 11e question, celle de la mixité sociale et scolaire, parce qu'on en a parlé beaucoup. Je partage sur le lycée professionnel ce qui a été dit. Et bien évidemment, le gouvernement a voulu aligner l'enseignement professionnel sur l'apprentissage, alors que l'enseignement professionnel avait un autre rôle. Et donc, la seule question qui a été posée, c'est une meilleure insertion immédiate dans l'enseignement, dans les entreprises. Ça n'est pas du tout une réflexion sur l'avenir du lycée professionnel et la formation réelle des élèves. Jamais cette question est posée dans la réforme de l'enseignement professionnel, jamais. Et comprenez que si on finance les stages et qu'en dernière année, ceux qui veulent prolonger et continuer en BTS, qui n'auront pas suivi le même nombre de stages, auront donc moins d'argent, donc on les poussera en définitive à partir de l'école le plus rapidement possible par le biais financier. Donc, toutes les questions, en fait, tout le problème de l'enseignement professionnel a été vu dans les mêmes termes que l'apprentissage, en lien avec les entreprises et les collectivités territoriales. Alors, la 11e question que je voulais traiter, je suis d'accord aussi sur la question du lycée, sur le fait que le départ des élèves, c'est complètement aberrant qu'on ait mis les examens à cette période et que tous les élèves de terminale partent au mois d'avril alors qu'ils pourraient continuer jusqu'au mois de juin. Je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener sur ces contrôles qui devraient être mis en place. Alors, la question de la mixité sociale et scolaire, et je termine là-dessus. Cette indispensable mixité sociale et scolaire devait être le grand enjeu de notre nouveau ministre. Au lieu de cela, la marche pour une meilleure mixité sociale et scolaire par la refonte de la carte scolaire, y compris par des fermetures et des reconstructions d'établissements, se fait à tout petits pas. La mixité sociale est pourtant un enjeu contre la ghettoisation, cette ghettoisation renforcée par les stratégies d'évitement dont on a parlé tout à l'heure, inscription dans l'enseignement privé, stratégie de contournement.
L'indice de position sociale dont on a parlé aussi, calculé par le ministère, indique que le privé sous contrat recrute les élèves les plus favorisés sans avoir à respecter les règles de la carte scolaire de l'enseignement public. Alors, même pour donner quelques règles plus contraignantes à cet enseignement privé sous contrat, nous voyons les difficultés du ministre à avancer sur ce dossier. Nous avons entendu les vociférations de la droite qui y voit une nouvelle agression contre l'école qu'elle appelle libre. Le privé pour accueillir plus de boursiers, c'est la seule mesure qui a été prise, le privé pour accueillir plus de boursiers, bien sûr les meilleurs, non pour se plier à la carte scolaire, indique qu'il ne le fera qu'avec de nouvelles subventions sur la restauration, sur un certain nombre de choses. Donc, on est bien loin de l'objectif que s'était fixé le ministre de donner des contraintes de carte scolaire à l'enseignement privé. Alors, je conclurai en nous disant qu'il faut être capable de réinstituer l'école de la République, ne pas laisser cette école être mise en cause dans une concurrence déloyale face au réseau diocésain d'écoles privées, trop largement subventionnées par l'État, voire être elle-même démembrée. C'est afficher notre engagement à construire un service public d'éducation engagé et au service de la transmission des principes républicains. Cette école publique laïque est celle d'un espace impartial, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse, idéologique. Cette école de la République qui émancipe par le savoir et la rationalité critique et donc forme de futurs citoyens éclairés. Nous devons la défendre et la promouvoir. Merci Philippe. Bon, nous avons de nombreuses questions, de nombreux commentaires venant de la part de nos participants. Je voudrais rappeler que lorsque la commission Brisson s'est mise en marche, nous avons souhaité, avec notre ami Philippe Guittet, être auditionné, cette commission Brisson qui donc était censée travailler sur ce projet qui a vu le jour au Sénat. On a dit que, en gros, on verra ça plus tard. Nous n'avons jamais reçu de convocation et on devine bien pourquoi. Alors, un point sur lequel il faudrait peut-être revenir, effectivement, la formation des enseignants. Nous avons le retour d'expérience du Conseil des sages de laïcité qui, lors de ses interventions, constate, un certain nombre de ses membres constatent que finalement, leur discours a du mal à passer auprès des populations de jeunes enseignants et que le risque que nous courons à vouloir trop en faire, c'est de ne pas être entendus. Comment, d'après vous, faut-il remédier à ce constat d'enseignants qui soit sont découragés, soit lisent ou acceptent voilà, très légèrement ce que nous considérons comme étant des principes fondamentaux de l'école républicaine? Comment faire? Est-ce que cela peut s'organiser par des textes réglementaires, par une formation un peu plus pointue, un peu plus affinée, un peu plus pertinente? C'est à une grande révolution qu'on nous invite, puisque cela fait des années que l'on constate la dégradation donc, de cette appétence de certains enseignants, pas tous, la plupart d'entre eux sont courageux et sont confrontés à des conditions difficiles. Alors, comment faire? Une réaction sans être long. À l'occasion de la belle initiative prise par le CLR de la Fondation, pour le coup, de l'institution d'un institut de formation au principe de la laïcité, une intuition circule un petit peu qui va devenir réalité, si nous le voulons. C'est que, pour reprendre une belle formule de Gilles Kepel, depuis, je ne sais pas exactement, je suis un peu perplexe comme Philippe, se met en place à travers la formation des maîtres, à travers les inspections, malheureusement pas toute l'inspection bien sûr, ce que j'appellerais un cléricalisme pédagogique langagier d'atmosphère. Comment être fier d'une formation, d'un métier, lorsque pour exprimer ce métier, on utilise des termes empruntés par une idéologie cléricale. Philippe en a parlé, de compassion, de victimisation. Tout se passe comme si les jeunes collègues n'avaient pas le vocabulaire qui leur permettrait d'accéder à ce que Philippe appelle les mots émancipés. Voilà une réponse à ta question. Je m'en suis ouvert une fois lors d'un entretien après un colloque auprès de M. Blanquer. Si simplement chaque jour, on donnait à chaque enfant un mot un peu précis, à charge pour chaque élève,
et chaque instituteur, professeur d'école, de faire avec ces 5-6 mots de chaque semaine une phrase avec des termes clarifiés, ce que le poète juif Edmond Jabès appelle un mot émancipé. Voilà, et ça passe évidemment par le long temps de la formation des maîtres, Gilbert. Merci Charles. Alors, je vais commencer. Oui, tu voulais intervenir, Philippe, compléter. Oui, il y a la formation initiale, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut, et systématiquement, je l'ai dit, c'est systématique, c'est-à-dire quand il y a des examens, des formations pratiques, on doit les mettre en condition pour répondre dans chaque discipline à ces conditions-là. Je pense qu'on peut. Alors, c'est vrai que le cléricalisme, avec des termes comme tolérance, comme bienveillance, etc., sont des termes qui passent de plus en plus, et on est dans une société où pas de vagues, faut pas. Et alors, c'est le pire, parce que, bien évidemment, ça entraîne tous les conflits, puisque, justement, on essaie de les éviter. Donc, il faut former les gens à comprendre tous ces mots-là. Et je pense que la qualité des formateurs de la formation continue doit aussi être bien renforcée. Je sais que le Conseil des sages a fait du travail, mais la formation des formateurs doit être bien renforcée, parce que je pense qu'ils n'ont pas tous les éléments de ce que doit être la pratique de la laïcité. Et donc, tous ces éléments doivent jouer. Puis en effet, moi, j'ai vu une autre association, la LICRA, employer le terme laïcité vers des élèves du primaire. J'ai trouvé ça très bien. Ils arrivaient très bien avec un petit film à expliquer ce qu'étaient les conditions de la laïcité à des élèves du primaire, en employant le terme laïcité. Merci Philippe. Alors, j'en reviens à quelques témoignages. Celui d'Anthony, que je lis. Donc, je suis professeur dans le secondaire. J'enseigne les sciences et technologies et à ce titre, je peux observer les contenus absorbés par les adolescents sur les réseaux sociaux. Or, dans mon contexte, je constate, et je peux le documenter, des messages très critiques vis-à-vis de la laïcité, principalement sur TikTok. Malheureusement, lors d'une réunion pour préparer la journée laïcité du 9 décembre, j'ai pu constater que de nombreux collègues voyaient maintenant la laïcité comme une attaque contre des groupes religieux. Aussi, dans un tel contexte, je souhaite savoir si l'UFAL ou le CLR propose un soutien concret qui permettrait à un enseignant d'avoir des acquis sur le terrain, soutien associatif, soutien juridique, afin d'éviter des mesures de rétorsion. Je pense que vous pouvez répondre à cette question. Philippe, oui. Oui, sur ce soutien qu'on peut apporter, l'UFAL propose différents types. Ici à Toulon, par exemple, on intervient à la demande des professeurs dans les collèges directement. Donc, lorsqu'il y a un intervenant extérieur, l'attention des élèves est différente. Et on a pu l'observer, nous, dans les classes de 6e. On a fait toutes les 6e d'un collège de La Valette, à côté de Toulon. Et on a une exposition qui peut être achetée tout simplement ou qu'on peut prêter. Et puis, on a un jeu de cartes de 6 familles aussi qui explique très bien la laïcité. Donc ça, c'est des petites mesures comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui finalement fonctionnent très bien. Et Philippe parlait de l'école primaire. On a testé, nous aussi, en école primaire, l'intervention sur la laïcité. Ils sont très, très, très réceptifs, les enfants, à ce sujet-là. Ils ont plein de questions. Ils sont très surprenants. Et c'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Donc voilà, ça, c'est un soutien associatif que l'UFAL peut avoir. Soutien juridique, c'est peut-être plus compliqué. Peut-être qu'on peut fournir des conseils selon les situations. Mais en tout cas, oui, du point de vue associatif, l'UFAL offre cette possibilité-là. Il existait, il y a encore quelques années, je ne sais pas ce que ça devient, une association de défense qui s'appelait Solidarité laïque, vers laquelle, il y a de cela 30 ans, les collègues, lycée, collège, mais surtout lycée, se tournaient pour se défendre. Nous avons aussi à disposition un recours dans, j'allais dire, le Conseil des sages, par exemple, Alain Sexic ou encore Yanis Roeder, ont été souvent sur le terrain pour s'intégrant dans les
le conseil des parents, faire tout un travail de clarification. Comme signale cet ami qui intervient, le prénom m'échappe, il est évident qu'on a affaire dans ces réactions à une absence de formation, de clarification la plus simple, j'allais dire le b.a.-ba qui consiste à dire que la laïcité s'oppose au cléricalisme et pas aux religions. La preuve, c'est que certaines religions, alors pas toutes, bien évidemment, voire le dernier très bel ouvrage sur le frérisme, eh bien, certaines religions n'ont toujours pas compris que la laïcité, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Comme dit Philippe, c'est parce que ces religions se baladent elles-mêmes dans je ne sais quel œcuménisme de dialogue interreligieux qui leur permet de ne pas balayer devant leur porte. Voilà ma réponse. Toujours merci. Le vocabulaire. Merci. Oui, Philippe. Oui, l'intérêt. Il y a Solidarité laïque, c'est une autre association, c'est l'Autonome de Solidarité qui joue un rôle de défense des enseignants. Mais simplement, les élèves, il faut travailler autour de cette question-là. En particulier, je reprenais tout à l'heure la question du blasphème et de la liberté de conscience. Il y a un vrai travail à mener sur ces questions-là. Comprendre pourquoi la religion a empêché pendant des années la liberté d'expression, justement, et que la meilleure façon d'avoir la liberté d'expression, de gagner l'autonomie, c'est justement par séparer l'Église de l'État. Ça, je pense que c'est important. Alors, pour le collègue aussi, je pense qu'il y a un rôle essentiel de technologie sur justement, je pense qu'au collège, sur l'éducation aux médias, au numérique et à l'usage d'Internet, c'est vraiment le lieu, le moment. Ça devrait peut-être être renforcé dans les programmes. Encore, je ne connais plus vraiment les programmes au point par point, mais je pense que c'est bien à ce niveau-là qu'il y a un vrai travail qui peut être mené auprès des élèves sur les fake news, sur le complotisme, sur toutes ces choses-là. Et je pense que les élèves comprendront comment le rôle de TikTok est absolument affreux. C'est eux qui mènent les campagnes. C'est à partir de TikTok qu'il y a eu des campagnes sur la baya dans les établissements scolaires. Donc, il faut comprendre tout cela. C'est la liberté, c'est pas que chacun vienne avec, en affichant son identité, une partie de son identité d'ailleurs, puisque s'afficher avec une partie de son identité qui peut être son identité religieuse, on n'est pas simplement religieux, on joue aussi du piano, on fait aussi, je ne sais pas, des échecs, on peut faire plein de choses. Donc, afficher une forme de son identité à l'école, c'est véritablement dire je ne suis pas en capacité de travailler sur autre chose, je viens en tant que ayant telle ou telle religion et me plaçant dans telle ou telle religion. Donc, la liberté, c'est bien justement, c'est pas un interdit, c'est au contraire quelque chose de positif de pouvoir venir chacun s'exprimer avec sa propre autonomie, avec une identité multiple. Merci Philippe. Alors, je crois que c'est toi, Philippe, qui a parlé du rôle de l'éducation populaire et du milieu associatif. L'un de nos participants, André Rousset, nous dit « Éducateur spécialisé en milieu ouvert dans les quartiers nord de Marseille, j'ai vu les structures socio-éducatives fermer les unes après les autres. J'ai vu les écoles coraniques prendre la place dans les caves. Certaines font du prosélytisme et prônent le djihad. » Résultat donc de l'abandon, enfin ces fameux territoires perdus de la République, qui renforce notre conviction qu'il nous faudra quelques années pour reconquérir ce terrain perdu. Tout à fait d'accord. Là encore, Gilles Kepel et notre ami Florence, malmenés, c'est le moins qu'on puisse dire, et menacés par les tenants fanatiques de la soumission, qui pactisent avec l'ignorance. Moi, je n'aime pas follement ce nouveau ministre, mais il a une formule qui est très intéressante. Il dit il faut d'abord commencer par se donner les moyens pour faire aimer la République. Or, il est évident que, un peu sans doute comme dans la vie, il n'est d'amour qu'à travers les preuves d'amour. Comment croire qu'on est en situation de pouvoir faire aimer l'école si on la fragilise, comme disent nos deux autres intervenants, si on allège en permanence. Savez-vous, mes amis, que depuis 1960, il y a 4 heures de scolarité en moins dans le premier degré.
Je veux dire que quand on aime être près de la personne ou des personnes qu'on aime. C'est d'une banalité toute simple. Je crois qu'il faut faire aimer l'école en donnant non seulement les moyens, mais en faisant aimer l'école. Or, comme dit peu importe l'auteur, quand nous aimons, allons-nous jusqu'au bout de ce que l'amour nous demande. Je crois que nous n'aimons pas assez l'école publique. Il faut, c'est tout l'honneur d'une association comme Vigilance Collège-Lycée, avec l'admirable travail notamment de Delphine Girard, que de travailler par le biais de la vigilance à faire en sorte que par la puissance émancipatrice des savoirs, de la culture générale, du respect et en même temps l'exercice de l'autorité, le maître, non pas se fasse aimer lui, mais fasse aimer à travers ce qu'il dit, l'amour de la République. C'est exactement le message que, sans arrêt, en clandestinité comme aux affaires, le grand Jean Zay nous demande de transmettre. On parlait au début de réinstituer, commémorer, transmettre. Je pense que ça, c'est un triangle gagnant. Je crois que là, le ministre a raison. Simplement, tout dans son action, ne serait-ce que l'inféodation du Conseil des sages, j'espère que le prochain ministre, qui ne saurait tarder, eh bien, non, mais c'est évident qu'il faut avoir un respect d'établissement pour les ministres, mais le prochain, quelle que soit la date de sa nomination, rétablira, j'allais dire, le Conseil des sages dans ses prérogatives. Je ne suis pas, de toute façon, il y aura un prochain. Je ne dis pas quand, je ne suis pas Gavroche vieillissant. Ce que je veux dire, mais ça c'est sérieux, retenons l'idée qu'il faut faire aimer la République à travers son école. Or, cela implique l'autorité, le savoir, une hiérarchie qui arrête de cacher les contradictions. Le pas-de-vaguisme dont Allègre a été en quelque sorte le dieu sur terre. Rappelez-vous, 5 incivilités, à la fin de la semaine, il ne fallait en compter qu'une seule. Ne me dites pas que ça, c'est abstrait, c'est vécu par les générations précédentes. Le pas-de-vaguisme. Je parle sous le contrôle de Philippe. Est-ce que je délire, Philippe? Non. Juste une remarque quand même. Je ne sais pas si tu as terminé, Charles. Tu as terminé? Oui, bien sûr. Juste une remarque sur l'éducation populaire. S'il y a bien un seul élément quand même d'apport qu'on peut avoir à l'intérieur de l'école, en dehors des cours et du savoir, on peut choisir son propre apport d'éducation populaire, ce qu'on ne peut pas faire dans les quartiers, puisque les quartiers, justement, ont été complètement envahis par en particulier dans certaines zones, par les islamistes ou les évangélistes, ou tout un tas de religieux. Sur ce, dans les écoles, sous responsabilité des enseignants, on peut avoir un travail avec l'éducation populaire, sur du théâtre forum, sur des cafés citoyens, etc. Il y a des choses qui sont quand même jouables, par l'éducation populaire en dehors du cours lui-même, bien évidemment par un travail des enseignants et avec des associations qui sont repérées comme étant des associations qui sont des associations laïques. Alors, plusieurs de nos intervenants qui adhèrent à vos propos, qui partagent vos analyses, se demandent quand même qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce sympathique webinaire. À titre d'exemple, un commentaire de Patrick Duitz. La loi Brisson prévoit des établissements publics territoriaux autonomes à la place des écoles primaires avec des directions qui recruteraient les enseignants. Le projet d'établissement serait évalué tous les 2 ans. Ces établissements seraient mis en place pendant 5 ans et ensuite évalués, voire généralisés. Ce projet remet en route également les jardins d'enfants qui devraient s'arrêter en 2024. Ce serait la fin des écoles maternelles. Ce projet est étudié aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Que pouvons-nous faire pour nous opposer à ce projet du Sénat qui rejoint l'école du futur? J'en profite pour dire, et là, ça n'est pas de la philosophie en dehors des clous, je veux tout simplement dire que nous avons eu des démarches communes, l'UFAL et le CLR, la grande réactivité de nos associations. J'allais dire, je parle sous ton contrôle, Gilbert, du jour au lendemain sur les lycées professionnels, du jour au lendemain sur les écoles dites du futur, qui sont, en fin de compte, ringardes, puisque c'est l'apologie du préceptorat privé pour les riches et des garderies pour les pauvres. Eh bien, ça,
le terme a été utilisé, ce n'est pas de moi. Je pense que, non pas le lobbying, mais non pas le harcèlement, mais la réactivité du jour au lendemain de nos associations, du collectif des associations qui regroupent les associations laïques représentatives, tout cela a du poids. Si, et de l'effet, dans la réalité, je suis en train de donner du courage et de l'espérance, il y a toutes les chances pour que le prétendu projet d'école du futur reste au stade, j'allais dire, de la gesticulation sénatoriale et ne passe pas dans l'Assemblée nationale sous forme de loi. En revanche, il y a des domaines où nous ne réagissons pas encore assez. La remise en cause actuelle du CAPES dont parle Philippe est une urgence. Je pense que sur chaque domaine, je ne crois pas aux grandes plateformes. Si, c'est utile pour y voir clair nous-mêmes, c'est un plan, c'est une carte, mais sur des problèmes précis. Par exemple, la défense pied à pied du CAPES, l'opposition au lycée professionnel, la nécessité de redonner au Conseil des sages ses prérogatives initiales. Sinon, on a affaire aux loups et aux chiens. Vous connaissez La Fontaine. Donc, si la liberté, c'est réfléchir sur la taille du collier qui doit m'étrangler, là, voilà, le ministère ne doit pas choisir le terrain. C'est nous qui devons rappeler les principes. Et plus les principes, c'est la méthode de Jean Zay. Je ne serai pas long, je ne veux pas être long. C'est la méthode de Jean Zay. Intraitable sur les principes et mobilisation des acteurs. C'est comme ça qu'entre 36 et 39, on va dire, 38 plutôt, il a réussi à mobiliser toute la communauté qui regroupe à la fois les acteurs Jules Ferry et les acteurs Jean Masset. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont main dans la main, bras dessous, entre l'instruction publique et l'éducation populaire. Tout ceci est à la portée de notre action. Nous avons gagné cette année sur un certain nombre de choses et cela va aller en s'amplifiant plus nous serons à effectivement relayer la problématique de la réinstitution de l'école républicaine. Alors tout cela dans un contexte, dans un cadre qui nous est hostile, comme le rappelle donc Michel Lambolet, qui parle de la société de marché issue de la révolution néolibérale des années 80, qui promeut l'individualisme et donc le multiculturalisme comme symbolique de la liberté. Comment allez-vous, alors que l'État et l'Union européenne promeuvent cette vision anti-républicaine de la société de marché, pouvoir réinstituer l'école de la République dans une bureaucratie libérale qui fonctionne sur ces deux plans et encourage la régionalisation au travers du principe de subsidiarité? Comme on dit dans les réunions, vous faites bien de poser la question, nous allons nommer une commission. Notre ami qui nous interroge pointe un concept très important, c'est le principe de subsidiarité, qui est, on ne peut pas, à travers les programmes, soit des webinaires, soit des instituts de formation, traiter de tout. Mais il est évident, et là le collègue fait bien de poser la question, c'est que la manipulation cléricale européiste du principe de subsidiarité organise la soumission et l'ignorance du niveau -1 pour rendre désirable la décision, quelle qu'elle soit, du niveau +1, +2, +3. C'est un principe qui fonctionne dans ce qu'on appelle la pédagogie synodale de l'Église catholique. Elle y réussit très bien puisque, là encore, c'est une forme de soumission qui est souhaitée. Je pense que l'argumentation, le débat, on ne peut pas se situer sur un autre terrain. Et ce que j'appelle la réactivité au coup par coup. Quand nous voyons, si un jour nous voyons le ministère de l'Éducation nationale mobiliser ces concepts, disons, mou du genou, comme subsidiarité et les autres concepts évoqués par Philippe, alors nous devons monter au créneau, comme nous l'avons fait cette année, l'UFAL et le CLR, mais aussi le Grand Orient, qui s'est mobilisé autour des questions sur le long terme. Merci. Philippe, tu voulais intervenir, je crois. Oui, non, mais simplement, bon, l'Europe a des positions et je pense que le combat sur l'école peut se mener encore sur le domaine de l'État, de la République. Donc, on est quand même pas, le combat n'est pas perdu. Sur ce, il y a des pressions. Nous savons que le
président de la République. Et bien évidemment, s'il y a bien un lieu où il est libéral, c'est sur la question d'école, c'est sur la concurrence entre établissements. Il a été formé, il est vrai, à l'école privée, mais c'est sur ces questions-là qu'il est le plus libéral, je pense. On me dit libéral sur les questions économiques, je pense qu'il l'est moins sur les questions économiques que sur les questions de ce type, c'est-à-dire sur celle de l'école. Et c'est cette question-là, bien évidemment, je pense, alors on a parlé tout à l'heure, il n'a pas voulu utiliser le terme lobbying, je pense que nos organisations doivent empêcher que le projet du Sénat puisse être voté à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un vrai débat de fond qui doit être mené parce que ce n'est pas évident que la petite loi du Sénat vienne à l'Assemblée nationale, mais il est vrai quand même que c'est une mise c'est l'école du futur en définitive qui est mise en expérimentation à travers ce texte. Donc on a intérêt à être très prudent. Mais il faut mener aussi les batailles en effet sur les concours, parce que là aussi il y a une pression de la Cour des comptes, et puis à partir du moment où on dit qu'on va recruter, bon, les concours vont disparaître. Il faut mener le combat aussi. On a vu, il y a d'autres combats qui doivent être menés. Les inspections générales sont en train de disparaître. On a vu avec la réforme de l'ENA et des services, on est en train de faire disparaître en fait tous les services. Les inspecteurs généraux maintenant sont des hauts fonctionnaires parmi d'autres qui pourront avoir d'autres missions. Donc on leur fait abandonner progressivement des missions qui sont des missions liées à l'enseignement. Je pense que toutes ces batailles-là, on doit les mener, on doit être tout à fait présent à chaque fois qu'il y a des nouvelles attaques contre l'éducation, parce que c'est vrai que les attaques contre l'éducation datent. Je vous l'ai montré, je crois, avec les différentes réformes depuis les années 70-80, mais il y a une pression à l'heure actuelle libérale contre l'école qui me paraît très dangereuse. Et donc, on a intérêt à être particulièrement mobilisé, que ce soit l'UFAL, le CLR, le Grand Orient, et puis d'autres organisations, si elles le souhaitent, mais je pense qu'on a intérêt à être mobilisés. Ne négligeons pas les alliances idéologiques étonnantes, sinon monstrueuses. Le dernier ouvrage sur le frérisme, qu'on ne lira jamais assez de près, montre une sorte de mariage un peu monstrueux entre le frérisme, qui est la démarche de noyautage idéologique, après tout, d'autres instances, d'autres religions ont cherché à utiliser les enfants dans une perspective de manipulation. Et, j'allais dire, l'affairisme. Il est évident que, mais qu'en pensez-vous, la réforme des lycées professionnels est poussée par une conception extrêmement court-termiste de l'employabilité comme adaptation. Or, au nom même de l'intérêt économique, il est utile que les acteurs économiques, comme le fait le lycée professionnel, que les acteurs soient capables de s'adapter à un métier, bien sûr de le faire bien, mais aussi d'en changer en argumentant, peut-être même comme on le voit dans le livre traditionnel de Lennart, j'ai oublié le prénom, qui s'appelle L'Établi, de montrer comment un ouvrier, parce qu'il est au plus près de la productivité de la machine et a la capacité de modifier les gestes qu'on cherche à lui imposer, au nom même, non pas de la productivité à court terme, mais au nom, j'allais dire, de l'accomplissement de soi dans le travail. Donc s'adapter à un travail, mais aussi par l'instruction publique, se désadapter quand on le veut. Et là, permettez-moi d'inventer un nouveau concept, chacun fait comme il peut, l'affrérisme. L'affrérisme permet d'expliquer la proximité entre le monde des affaires et le monde de la soumission idéologique et fanatique. Et ça, c'est ce qui nous pend au nez. N'oubliez pas que la famille de Ben Laden était de grands entrepreneurs en Arabie Saoudite, si je ne m'abuse. Merci Charles. Vous avez les uns et les autres évoqué la difficulté d'être enseignant aujourd'hui. Je reprends le témoignage de Brigitte Berthet qui évoque le dernier ouvrage d'Ève Wagerland et qui évoque de façon concrète les raisons du mal-être des professeurs au-delà de la question de la rémunération. L'absence de discipline et de sanctions, le mépris de la part des directions et des personnels en milieu scolaire,
les rapports entre collègues tendus au détriment du collectif, l'entrisme des idéologies anti-progrès et de l'islamisme politique agressif, la pression des parents d'élèves et l'enseignement défaillant de la laïcité, où ce sujet prend, avec les enseignants, confronte les enseignants à de revendications multiculturalistes qui souhaitent la fin de la laïcité de 2004, bref, et toutes ces pressions qui sont tellement fortes que la peur s'est instillée partout, y compris dans l'école, où, dit Brigitte, on ne peut plus tout dire. Le constat, vous l'avez fait, nous l'avons tous fait. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement faire des propositions de réforme institutionnelle, de mobilisation, mais que fait-on, quelle réponse apporte-t-on aujourd'hui à cette ambiance, à ce climat qui semble s'être développé dans bon nombre d'établissements, qui incite aujourd'hui les parents à envoyer leurs enfants dans le privé, je crois que le mouvement est important, que l'inversé demandera de la part de l'école de la République, non pas une mutation, mais une évolution certaine et rapide. Comment peut-on faire? Parce que voilà, il est là le concret aujourd'hui. Et ce que nous souhaitons à travers ce webinaire, c'est effectivement montrer que nous nous intéressons à la question, que nous allons faire pression auprès des pouvoirs publics, auprès des décideurs, que nous allons essayer de diffuser cette parole et ces revendications auprès du plus large public possible, mais est-ce que les enseignants qui sont confrontés aujourd'hui à cette situation, à ces difficultés, tiendront le coup encore longtemps? Alors, l'idée de ce corpus des 10 questions, puis 11, puis 12, c'est de dire qu'un inspecteur, commençant à mieux comprendre grâce à nos débats, le type d'instrumentalisation dont il peut être victime au-delà de son carriérisme, au-delà de sa trajectoire personnelle, qui peut lui permettre, j'allais dire, d'avaler un certain nombre de couleuvres. Eh bien, que grâce à l'ampleur de la crise que nous vivons, j'ai eu un long débat, mes amis, avec Bobéro, sur la datation. À partir de quel moment cela s'est-il passé? Quand cette dégradation, cette destitution. Mes amis, s'il faut réinstituer, c'est parce que l'école a été destituée, mais pas plus ni moins que les autres services publics. Parce que tout simplement, la République ne veut plus mettre les moyens financiers, humains, de formation. Et rappelez-vous, à la Libération, un certifié, ou à l'époque l'équivalent, gagné comme un colonel. Maintenant, ce même certifié gagne comme un capitaine. Je n'ai rien ni pour ni contre en tant que fils de militaire, tel ou tel grade. Ce que je veux dire, c'est que quand la situation sociale n'est plus reconnue à la hauteur de sa puissance émancipatrice, alors tout se dégringole. Vous voyez, la mission émancipatrice, c'est le cas de le dire, des pompiers, obligés d'être escortés. Bon, et là, c'est la puissance publique qui peut, dans les temps de soumission ou de démission, de destitution, être tentée excusez-moi, je ne parle pas comme ça d'habitude, de laisser pisser le mérinos, quoi. C'est par exemple celui qui va dire on va légaliser le cannabis, comme ça on aura un peu la paix. Cette espèce d'orléanisme à tous les étages, c'est la mort de la République. Et dans ses écrits de clandestinité, Jean Zay, les amis, séquence émotion, il nous le dit. Je n'ai pas été assez ferme dans la défense jacobine de l'école. Je peux vous retrouver la page de son ouvrage de 43, édité 45. Il faut donc, un peu comme le fait de se retourner quand on n'a pas arrêté d'opérer une retraite, on ne recule plus. Un collègue se fait malmener et plus, vous le savez maintenant. Eh bien, la totalité de l'équipe pédagogique se met en grève. Tant que le fauteur de troubles ne sera pas jugé et sanctionné, et non pas simplement admonesté. Et là, ça s'appelait, de mon temps, quand j'étais prof de lycée, il y a très longtemps, la solidarité laïque. Je pense qu'il existait des correspondants de la solidarité laïque. Le lycée s'arrêtait. Et il n'y avait pas intérêt à laisser un collègue à l'abandon. Et c'est alors ce que me disent un certain nombre de collègues, notamment en vigilance collège-lycée, c'est que tout simplement,
il y a une sorte de vécu adolescent des jeunes profs. Voyez, tel collègue dont je tairai le nom, disant que dans la salle des profs de son collège, elle avait du mal à voir la différence entre un tout jeune collègue et un élève de terminale. Je ne vais pas vous donner la caricature vestimentaire, on n'est pas loin du tong et du bermuda. Je ne suis pas en train je jouais à mon vieux con, mais je suis en train de dire qu'il faut qu'à tout niveau, l'école ait de la tenue. On ne recule plus. Un collègue est insulté, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Et là, il n'y a pas besoin d'un inspecteur, il y a évidemment besoin de l'autorité du proviseur ou du principal, mais on ne recule plus. Tout le monde sait ce que c'est qu'à un moment donné, la victoire de la Marne. Nous savons bien par ailleurs qu'un certain nombre d'établissements, un certain nombre de directeurs d'établissements sont dans cette position et je ne voudrais pas qu'à l'issue absolument, de cette... Absolument, oui. On a l'impression que notre école va à volo. Il y a encore évidemment, des résistants. Bien sûr. Alors, Christophe voulait intervenir. Oui, Christophe. Oui, merci Gilbert. Oui, moi je voulais, on parle beaucoup des professeurs, etc., mais on oublie les conseillers principaux d'éducation. Voilà des personnes qui, à mon sens, ont beaucoup à faire au sein des collèges et des lycées. J'ai la chance de travailler avec quelques-uns, et notamment sur des projets, alors on appelle ça la vie scolaire, mais je ne sais pas si c'est un bon terme, mais des projets sur la laïcité, sur comment être ensemble et vivre. Alors, j'aime pas ce terme, vivre ensemble, mais voilà, les conseillers principaux d'éducation n'ont pas les mêmes difficultés que les professeurs. Les professeurs ont un cours à délivrer, un savoir à communiquer, à passer. Le conseiller principal d'éducation, lui, il va être là pour faire le lien justement entre les élèves et les professeurs. Je crois qu'il y a quelques professeurs qui sont, quelques enseignants qui sont en ligne, mais moi, en tant que parent, ce que je peux observer, c'est que l'implication d'un ou d'une CPE dans la vie scolaire, et notamment sur la laïcité, est primordiale. Et ça a un vrai effet bénéfique. Donc, effectivement, ce n'est pas simple quand on est professeur, on a plein de choses à faire, mais c'est un peu le job aussi du CPE que de concourir à ce que la laïcité soit respectée. Et voilà un bon point d'entrée, si on a l'occasion d'en rencontrer, de faire passer un message. Alors, ce CPE idéal risque de rencontrer sur sa route quelques obstacles. Je prends le témoignage de notre ami Hervé Garnier, que je salue, Hervé qui est responsable de cette réflexion au sein du Conseil de France. La décision du tribunal administratif de remettre coexister dans le circuit va être lourde de conséquences. Cette décision ouvre grandes les portes de l'enseignement public entre guillemets, aux associations éducatives complémentaires partageant l'idéologie et la vision de l'association coexister ou de cabinets comme Convivencia, qui intervient dans des collectivités territoriales. Je doute de la réaction du ministre actuel par rapport à celui du précédent ministre. Cela implique pour nous des interventions à tout niveau de la République, élus locaux, départementaux et nationaux. Les choix politiques locaux sont essentiels pour reprendre le terrain perdu sur notamment les activités périscolaires, les centres sociaux, etc. Ce constat a conduit donc le comité Laïcité République à envisager une alliance avec d'autres associations pour obtenir du ministère de l'Éducation nationale un agrément qui nous permettrait d'intervenir dans les établissements scolaires et de contrer ce discours d'associations comme Coexister qui, effectivement, font la promotion d'un modèle du vivre ensemble, qui est fort loin de notre conception de la laïcité. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir? Oui, Philippe. Oui, coexister, c'est la tolérance œcuménique, donc c'est l'inverse de la laïcité. Donc, c'est invraisemblable que des associations de ce type puissent intervenir dans l'école publique. C'est invraisemblable. C'est pas normal comme quelques autres associations. Mais il faut la solidarité de tous, y compris depuis le chef d'établissement en passant par le CPE jusqu'au prof. Il faut la solidarité de tous, je crois. On l'a vu, on a fait une enquête récemment dans le syndicat des chefs d'établissement. On s'aperçoit que peu de choses remontent quand il y a des incidents dans
l'école, il y a toujours, soit parce qu'ils ont peur du jugement des autres, soit parce que, etc. Donc, il faut qu'il y ait une solidarité qui parte depuis le ministère jusque chez les enseignants. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de l'État pour son école, pour une école de l'émancipation, pour une école laïque. Il faut une vraie volonté de l'État. C'est une vraie bataille. Si on ne mène pas cette bataille-là, on peut faire toutes les lois contre le séparatisme que l'on veut, on peut dire qu'il y a du danger des frères musulmans, on peut dire qu'il y a du danger des évangélistes qui sont aussi un des dangers pour l'avenir. C'est le cas dans d'autres pays, aux États-Unis, au Brésil, en Corée du Sud. Donc, il faut faire très attention à tout cela, et pour ça, il faut une vraie volonté politique, il faut une vraie volonté politique assurée. Il faut la solidarité à la base, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas s'il faut se mettre en grève, mais il faut une vraie solidarité à la base. Une toute petite précision, il existe une note technique, il y a 2 ans je crois, du Conseil des sages qui déconstruit, qui critique de l'intérieur l'idéologie qui consiste à instrumentaliser et à essentialiser le fait religieux comme devant nous coller à la peau, alors que le fait religieux est une invention des sciences humaines qui ne rend pas compte d'un certain nombre de manipulations autour de ces faits. Et je vous renvoie, on peut la mettre en ligne si Gilbert le souhaite, le veut, ainsi que Hervé. On peut le mettre à la disposition de qui veut, cette note technique sur l'instrumentalisation du fait des faits religieux. C'est tout à fait facile à faire, mais ils occupent, ces associations crypto-para-cléricales occupent le terrain laissé à l'abandon par la formation des maîtres. Je ne donne qu'un seul exemple pour être concret. Et, au moment de mon passage en tant que professeur d'école normale, à l'école normale de filles d'Arras, dans les années 87, il existait un module qui s'appelait « Histoire de l'école républicaine ». 3 fois 25 heures, en co-animation, comme on disait à l'époque, déjà, le vocabulaire pédagogiste, en co-animation avec le professeur d'histoire. Cela avait comme conséquence de montrer comment ce qui nous semble tomber du ciel, si je puis dire, c'est-à-dire ces associations cléricales, sont des survivances de manipulation par un certain nombre de forces cléricales, des esprits, par le biais des catéchismes, par le biais des intimidations, par le biais des catéchismes, oui, en tout genre. Il faut, écoutez, produire et encore produire. C'est ce que nous allons et ce que nous faisons dans nos collaborations avec l'UFAL, par exemple dans les émissions coproduites avec l'UFAL, et surtout avec notre démarche d'Institut des faits religieux. Madame Ayada nous a promis un excellent topo sur École et République à la lumière justement de la pénétration des cléricalismes. Ce n'est pas encore visionné parce que ces choses-là sont difficiles à mettre en place, comme vous pouvez vous imaginer. Eh bien, c'est en occupant le terrain qu'ils occupent indûment. Voilà, Gilbert, la réponse. En occupant le terrain. Et moi, je trouve que c'est important en répondant d'une manière très réactive du jour au lendemain aux attaques. Et là, il faut être vigilant. Et je me tourne vers Christophe et aussi toute la direction de l'UFAL, qui est vraiment notre sœur d'armes, vraiment mettre en commun le maximum d'informations. Je vous donne un seul exemple. Je vous renvoie à UFAL Info, je ne sais plus quel numéro, Christophe. En 6 pages, vous avez une analyse critique de la réforme du lycée professionnel fait par un ami de l'UFAL de Châteauroux, le nom et le prénom importent peu ici, qui est lumineux. Ce texte est lumineux et nous a d'ailleurs bien tous éclairés. Donc, la mise en commun des informations, la lecture des textes, des notes techniques existant déjà, c'est une excellente riposte par rapport à l'entrisme de, comment dire. Alors, le drame, c'est qu'un certain nombre d'universitaires qui ont oublié de travailler, je ne donne pas de nom, et qui sont imposés de l'extérieur par un ministre parce que leur science ne réussit pas à s'imposer d'elle-même, à l'intérieur du Conseil des sages, par exemple, eh bien, ces universitaires cautionnent. Par exemple, un stage de formation au genre se sert de la caution de ce nouveau nommé, pour cautionner universitairement
un stage improbable sur le trans, je ne sais pas quoi, le trans ou la phobie de je ne sais plus qui, avec une caution. N'oubliez pas, bonjour le chat, n'oubliez pas que Coexister a eu la caution dans les années 2015 d'un certain nombre d'associations comme l'IESR. Vous savez, l'association, pas l'association, l'Institut fondé avec sans doute beaucoup de talent par Régis Debray. Les associations universitaires qui ne sont plus universitaires finissent par cautionner n'importe quoi. Merci Charles. Alors je vais être un peu provocateur. Que peuvent faire les mots contre les couteaux? Voilà, le témoignage d'Anthony Mareuil. La défense de la laïcité implique un climat serein. Or maintenant, les menaces sont concrètes. Exemple, ma direction m'a conseillé de ne pas faire certains cours sur la laïcité au motif réel qu'elle ne pouvait pas assurer ma sécurité. Aussi, mobiliser les acteurs, oui, mais au risque de leur sécurité. On en revient toujours au terrain. Cela, c'est pas possible. Je ne sais pas quelle direction on peut dire ça. D'abord, il y a des programmes, et puis on doit assurer la sécurité. Ça fait, il y a eu des périodes encore plus dures dans l'existence de notre pays. Ça n'a pas empêché un certain nombre d'être directement au combat. Donc, il faut résister. Si on ne résiste pas, on donne bien évidemment à ceux qui portent des couteaux ou à ceux qui sont des terroristes, et même à ceux qui essaient de faire un travail d'influence par les réseaux fréristes, par les associations tolérantes, style Coexister, on leur donne bien évidemment tous les pouvoirs si on cède à ces choses-là. Il n'est pas question de céder. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que on a intérêt nous-mêmes à se former. Je pense que la création de notre institut va être particulièrement important, l'institut de formation. On a intérêt nous-mêmes à être très forts sur les questions de laïcité. Peut-être que nous pourrons bien sûr, à partir de cette formation, avoir un agrément, le demander, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'organisations laïques qui interviennent. Alors, elles ne sont pas tolérantes, mais ce sont des organisations laïques qui étaient en particulier contre la voix sur les signes religieux, c'est-à-dire ne sont pas capables de prôner la mise à distance, de comprendre toutes ces choses-là. Donc je crois qu'il faut que les associations laïques, comme les nôtres, comme l'UFAL, comme le CLR, soient en capacité, à un moment donné, de pouvoir faire un travail de formation plus large. Mais pour ça, il faut avoir une base oui, de formation. Absolument. Je donne une expérience suite au débat de l'intéressante réunion à La Rochelle sur la promotion de l'école républicaine. Je me suis permis de renvoyer les membres de cette réunion à un livre, nous sommes là aussi pour ça, de Michel Lacroix, qui s'appelle « Paroles bienveillantes, paroles toxiques », le dernier chapitre, qui c'est ce que dit Philippe sur la résistance, qui me fait penser à cette référence. Je donne un seul exemple. Michel Lacroix appelle parole résistante le fait de comprendre qu'on ne change pas les gens. Et là, c'est la métaphore du couteau, hein, je comprends parfaitement. Eh bien, bien que mettre un gros dictionnaire entre nous et le couteau peut nous protéger quand même, hein, c'est bon comme gilet pare-balles, les dictionnaires. Notre ami Michel Lacroix appelle parole résistante le fait de dire « D'accord, je ne peux ni ne veux te changer. Tu es sans doute à terme assez grand, mais je peux t'aider à trouver des mots plus précis pour dire ce que tu veux dire, quitte à prendre le risque de changer un petit peu et au fur et à mesure de ce que tu dis. » Ce que nous avons fait il y a de cela 3 quarts d'heure, ou peut-être même une demi-heure, c'est de dire « Attention mes amis, la laïcité, ce n'est pas s'opposer aux religions, c'est s'opposer à la dérive cléricale des religions. » Et bien là, nous donnons des armes. Nous permettons à ceux qui utilisent leur foi comme un couteau, au lieu de se servir d'un couteau comme coupe-papier. Oui, merci à vous trois. J'aimerais maintenant que chacun d'entre vous puisse nous dire quelle sera la suite. Que ferons-nous après ce webinaire? Comment incarner, comment donner du sens à ce que nous avons dit, comment donner le sentiment à ceux qui nous ont écoutés,
que nous n'avons pas fait que bavarder. Je saisis ton occasion, ta demande, pour dire que, en tant qu'à tes côtés, membre de la direction, de la co-direction, bien sûr, du CLR, et puis membre de l'UFAL, ce qui me va parfaitement, du CA de l'UFAL, je crois que 3 chantiers très concrets nous attendent, sous forme de communiqué après ce webinaire. Contactez le ministère pour dire notre attachement aux programmes nationaux et aux concours nationaux. Voilà. Sous forme de lettres ouvertes à tous les présidents de jury, nous rentrons dans la turbulence, vous savez, de la période des concours, CAPES, agrègue, et notamment la défense du CAPES, le contenu et le centre disciplinaire de CAPES. Je crois que, m'appuyant sur une note technique de Marie Perret, que Christophe et beaucoup d'entre vous connaissent bien, qui tire la sonnette d'alarme sur les ravages du pourcentage de contrôle continu au sein du baccalauréat, qu'il faille une petite variable d'ajustement dans le baccalauréat sous forme de contrôle continu. J'ai été moi-même président de jury au baccalauréat, je peux vous garantir que je regardais bien le carnet, et il y avait une variable d'ajustement. Maintenant, c'est 60%. Certains ont déjà le bac avec mention avant même l'épreuve de philosophie. Ça, c'est donc défense des concours. Une note sur l'exigence, pas simplement on voudrait, ça nous ferait plaisir, de moratoire sur le baccalauréat. Un collègue me disait il y a 2 jours, Charles, moi, avant je faisais 7 dissertations de philosophie par an, je ne peux maintenant en faire que 4. Parce que le grand oral, mes amis, ça se transforme en petit écrit. Vous voyez, or, pour des raisons compliquées, écrire moins, c'est être moins libre, c'est dialoguer moins avec soi-même. S'opposer, évidemment, 3e ou 4e mesure, très concrètement à l'évolution du projet des lycées professionnels. Là, c'est à la fois associatif et syndical. Enfin, la mise à plat de la formation des maîtres. Et puis, nous aider tous à réussir la mise en place de nos structures de formation. L'Institut de formation du CLR et la très belle réussite médiatique de l'UFAL. UFAL Info, je parle sous le contrôle de Christophe, est une grande réussite. Laïcidad, c'est une grande réussite. Les émissions sont de grande qualité, avec chacun nos spécificités, heureusement. Voilà donc, cher Gilbert, du concret de chez concret. Philippe, peut-être… Oui, non, mais je pense qu'en effet, il faut réanalyser l'ensemble des formations. Je pense qu'il y a l'ensemble des choses. Tout à l'heure, j'ai dit que la réforme ABIS était en fait une extension de la formation primaire en définitive. Il faut, je crois, et ça a donné aux instituteurs, aux professeurs des écoles, comme on dit, l'idée que, oui, ils participaient à la formation, mais ça se continue au collège. Or, il faut revenir, je crois, des choses très claires sur là où on doit former, là où on doit savoir lire, écrire, compter, etc. C'est dans le primaire. Alors que l'on sait que ce n'est pas le cas. Il faut réfléchir à les évaluations, comment on évalue au collège, l'évaluation par compétences, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est le savoir-faire, est-ce qu'on évalue bien les compétences, est-ce qu'il faut faire des évaluations interdisciplinaires. Voilà des questions qui doivent être posées systématiquement sur une réflexion sur le collège. Il faut savoir qu'on n'évalue pas de la même manière en 3e et au cours du collège. Voilà des réflexions qu'il faut avoir. Le bac qui a été mis en place récemment, ça partait peut-être d'un bon sentiment, mais aujourd'hui, on doit se dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la moitié des élèves, les 3/4 des élèves fuient au mois d'avril l'établissement scolaire, comment on peut refaire des examens plus vers le mois de juin, etc., pour que les élèves soient présents, pour bien évidemment avoir une formation de meilleure qualité. Voilà des questions, tout un tas de questions qui doivent être posées, qui couvre l'ensemble du champ de l'école, me semble-t-il, et on a du travail. Et bien évidemment, je crois qu'il faut, notre institut de formation, c'est très important parce qu'il faut former des laïcs à partir d'universitaires très qualifiés à tout niveau, pour qu'on soit en capacité de nous-mêmes de faire cette transmission auprès des jeunes enseignants qui ont perdu le sens de la laïcité. Donc voilà, il y a du boulot sur la planche, mais je pense qu'il faut continuer là-dessus.
Alors, qui ont perdu le sens de la laïcité, ça me permet de faire la transition avec un commentaire de Stéphane Card. Il nous dit « Nous avons l'impression d'être en 1789, voire en 1905. C'est dramatique, lorsque l'on sait que l'avenir de la laïcité est entre les mains des jeunes générations. En effet, les préoccupations de celle-ci n'est pas une meilleure humanité, mais la survie de l'humanité par la préservation de l'environnement. Le support n'est plus les droits de l'homme, mais la sauvegarde de notre biotope. C'est par cet idéal que nous pourrons réinstituer l'école et réinventer la laïcité, pas en faisant une liste de ce qui ne marche pas et en voulant revenir en 1905, voire aux guerres de religion, mais en donnant envie aux jeunes et à leurs maîtres de sauver notre cadre de vie qui est la Terre. Ne peut-on pas réorienter tous les programmes de l'école vers cet idéal ?» Christophe voulait s'exprimer, bien sûr. Oui, Christophe. Oui, mais je voulais m'exprimer sur ta dernière question et ce qu'on allait faire après ce webinaire. Alors, je suis désolé, j'ai mon petit chat qui m'embête, mais… Décidément, c'est une ménagerie, ce webinaire. Mais oui, non, l'UFAL, on travaille sur le sujet depuis longtemps, notamment de l'agrément, l'éducation nationale. Le dossier a bien avancé et on espère obtenir très rapidement un agrément national. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas localement et auprès des académies. Tout simplement, on peut également obtenir ces agréments et intervenir quand on le connaît auprès de collèges ou de lycées. Ensuite, on a travaillé l'année dernière sur notre exposition qu'on a mise à jour et on va travailler cette année sur le livret qui l'accompagne. C'est un bon outil qui sert énormément, mais qui sert pas seulement au sein des écoles, mais qui sert, j'ai appris dernièrement que la mairie de Toulouse ou que différentes mairies prenaient cette exposition pour la diffuser. On va retravailler sur les 23 propositions de 2008 que j'ai lancées en début d'intervention. Voilà, tous ces travaux-là sont nécessaires. Ensuite, pour essayer de répondre à la question concernant effectivement que nos jeunes ont peut-être d'autres priorités. C'est pas faux, c'est vrai, mais ils n'ont pas seulement celle-là et c'est loin d'être la majorité. Mais concernant globalement le développement durable et le réchauffement climatique, la semaine dernière, en conseil d'administration du collège où je suis, un professeur et quelques élèves nous ont présenté le bilan carbone de leur collège. Bon, ben voilà, comme quoi ils s'y intéressent, et c'est un sujet évidemment qu'il faut traiter. En revanche, j'aime pas trop réinventer la laïcité. Je vois pas comment on peut réinventer la laïcité. La laïcité, elle est ce qu'elle est. Il n'y a aucune raison de trouver une autre façon de la pratiquer et d'adhérer à ce principe. Et lorsqu'on l'explique à de jeunes élèves, finalement, ils ont une très mauvaise image, c'est vrai, souvent, de la laïcité. Mais quand on arrive à discuter avec eux et à échanger, ils comprennent. Et à partir du moment où ils ont compris, alors peut-être que leur avis, merci, peut-être que leur avis ne changera pas, mais au moins ils auront une meilleure compréhension. Merci. Je voudrais, si Gilbert permet, une minute. Oui, je te permets. Une provocation, si tu permets. J'ai une intuition, c'est que l'école de Ferdinand Buisson, Jean Zay, Jean Massey est sans doute bien plus écologique que les discours écologiques actuels, puisque à la question de la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, ces pères fondateurs de la République ont considéré qu'il existe sans doute une écologie humaniste intégrale qui consiste à dire que par la qualité de la transmission, par l'instruction, nous allons préserver le maximum de mots pertinents. Et par là même, nous allons préserver, c'est l'idée de patrimoine bien comprise, la totalité des œuvres d'art qui grandissent l'humanité. Autrement dit, battons les apprentis woke, les apprentis fanatiques, qui ont désormais toutes les nuits envie de rêver à devenir héros de Avatar. Vous savez, les grands poussés en graines, là, tout bleu. Jules Ferry, Jean Massey, Jean Zay sont bien plus écologiques, puisqu'ils préservent aussi. Dois-je rappeler que Jean Zay
est le créateur du Festival de Cannes qui est en train de se développer avec la complexité ou visible ou pas visible que l'on peut. Mais chiche, c'est l'instruction publique qui est écologiste, humaniste, intégrale. Je pense que là, c'est un combat d'un prochain colloque en commun, battre l'écologie, disons, punitive sur son propre terrain. Or, ça ne coûte rien d'enrichir tous les jours la langue des élèves, surtout les enfants du peuple qui souffrent, mais qui n'ont pas toujours les mots pour dire ce qui les fait souffrir, mais aussi ce qui peut les réjouir. Et surtout la découverte respectueuse et admirative des grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Rappelez-vous, les fanatiques, ils font sauter les statues, mais pas que. Il n'y a pas que qui renversent les statues. Voilà donc pour moi la réponse à notre ami, que je salue, sur le développement durable. Eh bien, le développement durable de l'humanisme, c'est sauver les mots, parce que si l'on veut sauver la République, il faut préserver les mots dont nous avons hérité. Merci Charles. Philippe, quelques mots. Oui, dans la même veine et dans la suite, c'est le meilleurisme condorcien de se dire que c'est aussi parce qu'on a des connaissances, parce qu'on est émancipé, parce qu'on aura tout ça, qu'on pourra faire que ce progrès soit plus acceptable et permette d'éviter tous les dérapages de type climat. Donc, ça n'est pas en refusant la technique, ça n'est pas en refusant l'émancipation, ça n'est pas en refusant et en revenant à je ne sais quel monde qui n'a jamais existé d'ailleurs que l'on progressera. Donc, c'est bien au contraire en continuant par l'émancipation qu'on pourra progresser et mener ces combats qui permettront de ne pas détruire la nature, etc. Je pense que là-dessus, il y a à l'évidence, c'est justement c'est pas par une école où justement on n'a pas les mots, on n'a pas la compréhension, on n'a pas la technique, et on vous met dans l'industrie par un lycée professionnel qui s'aligne sur l'apprentissage, qu'on progressera et qu'on aura une jeunesse qui sera en mesure de mener ces combats écologiques à travers le progrès, à travers l'amélioration. Absolument. Il est pathétique de savoir que des générations de jeunes n'ont entendu parler de Proust qu'à travers la chanson de Dave. Eh bien, je suis désolé, nous valons mieux que cela. Et je pense que la littérature est émancipatrice parce qu'elle enrichit en permanence le vocabulaire. Et ça, je pense que les élèves nous en sont grés pour toute la vie, On a le souvenir de professeurs de lettres, on disait lettres avant, qui enrichissent notre vocabulaire. C'est ce que je pense Christophe et Christian auraient sans doute approuvé, n'est-ce pas Christophe? Bien, écoutez, merci. Oui, Christophe. Oui, je pense qu'on va bientôt interrompre le webinaire. Je voulais présenter les excuses de Christian Gaudret, le président de l'Union des familles laïques, qui a malheureusement un bel abcès qu'il doit faire opérer, et donc il était dans l'impossibilité totale de nous rejoindre. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois. Vous avez vu que nous sommes efforcés de ne pas rester dans l'incantation. Nous avons pris des engagements les uns et les autres. Je voudrais signaler celui du collectif laïque national. C'est notre ami Hervé Garnier qui nous en parle. Le collectif laïque national a décidé d'adresser une lettre ouverte au ministre. La suite doit être l'engagement des associations locales en mettant leurs moyens en commun pour intervenir, interpeller les élus territoriaux et nationaux. À cela s'ajoute par le contact avec des parents via les DDEN ou les forums des associations qui sont de plus en plus organisés dans les communes. Pour notre part, vous avez bien vu que nous nous sommes engagés à d'abord solliciter les agréments, bien sûr, et les obtenir pour intervenir dans tous les milieux qui sont aujourd'hui envahis par des discours qui ne sont pas républicains et qui prônent la victoire d'une école pas républicaine du tout. Nous allons nous retrouver, nous allons nous revoir. Nous allons interpeller, bien entendu, comme le fait le collectif laïque national, le ministère en reprenant tous les thèmes qui ont été abordés ce soir. Nous serons de retour prochainement. Merci en tout cas à tous nos intervenants. Merci à tous ceux d'entre vous qui avaient participé à ce webinaire.
Désolé pour ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre par manque de temps. Merci à tous. Je vous rappelle que ce webinaire pourra se retrouver sur nos sites respectifs puisque l'ensemble de cette séance a été enregistré. Merci à tous et très bonne soirée. À très bientôt.